Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT de la CAN. Avec moi en plateau ce soir Hervé Kouammo et François Pinet. Bonsoir messieurs, avec deux nouveaux qualifiés ce soir pour les quarts de finale de cette 34e édition, le Cap-Vert bien sûr et la Côte d'Ivoire. Qui l'aurait cru il y a encore une semaine, la Côte d'Ivoire, on s'en souvient, humiliée chez elle lors du dernier match de la phase de groupe par la Guinée équatoriale, 4-0. Elle a perdu entre-temps son entraîneur Jean-Louis Gasset, elle a changé, Mers Faye qui est arrivé. Elle a tenu sa qualification pour ses huitièmes de finale grâce à la défaite de la Zambie face au Maroc. Et ce soir, eh bien oui, c'est un miracle, ou en tout cas le football est comme ça et c'est comme ça qu'on l'aime aussi. La Côte d'Ivoire est qualifiée, sort les tenants du titre, les Sénégalais à la porte. On va prendre la direction tout de suite du stade Konan Banny où nous attend Cédric Ferreira. Vous avez assisté à cette rencontre à Yamoussoukro, Cédric, et c'est donc la Côte d'Ivoire qui se qualifie à l'issue de la séance des tirs au but. Un petit problème apparemment de liaison avec Cédric Ferreira, donc on va le retrouver un petit peu plus tard, sans doute dans l'émission, messieurs. Donc on a dû attendre un peu longtemps, comme hier soir, entre la RDC et l'Égypte pour connaître donc le qualifié pour ces quarts de finale. Et c'est le tenant du titre, le Sénégal qui sort. Est-ce que c'est une surprise ou pas? Oui, c'est une surprise. Alors, c'est une surprise au vu évidemment de ce que les deux équipes ont montré depuis le début de la compétition, parce qu'on a vu un Sénégal très fort lors du premier tour. Moi, j'ai trouvé, et je pense il va peut-être y avoir débat avec Hervé parce qu'on en a parlé en antenne. Moi, j'ai trouvé un Sénégal qui était plutôt sûr de ses forces après l'ouverture du score très rapide de Diallo. J'ai vu un Sénégal presque qui maîtrisait cette équipe ivoirienne, peut-être trop. À tel point qu'ils se sont fait surprendre par ce pénalty en fin de rencontre et ils ont laissé peut-être encore la Côte d'Ivoire dans le match, alors qu'ils auraient dû, avant cela, tuer le match, et c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Et ils ont eu des occasions. Et on sait comment ça se passe quand on n'arrive pas à tuer le match, à marquer ce deuxième but, on reste évidemment sous la menace d'une égalisation. Oui, c'est vrai que pour moi, pour une fois, El Tactico, Aliou Cissé, s'est trompé dans ses choix, parce que le fait de se priver d'un joueur au milieu de terrain a fait que l'équipe a joué forcément bas. Je ne sais pas pourquoi il a choisi aujourd'hui de partir sur un système à 3 défenseurs. Il a accepté d'être dominé, en tout cas. C'était le parti pris, on avait l'impression d'Aliou Cissé ce soir. Et le fait d'avoir marqué très tôt a fait que ça a donné le sentiment d'avoir fait le bon choix. Mais pour une fois, franchement, je ne les ai pas sentis en maîtrise. Ah oui. Il y avait effectivement, côté ivoirien, en première mi-temps, Crasso... ils n'ont pas concédé beaucoup d'occasions avant le dernier quart d'heure. Ils n'ont pas concédé d'occasions, mais pas parce qu'ils étaient forts, mais surtout parce que l'équipe ivoirienne n'arriait pas à mettre la vitesse, une domination pas à mettre la densité. Stérile, effectivement, des Ivoiriens. Une domination stérile. Mais dès l'instant où les changements sont arrivés, qu'il y a un peu plus de vitesse, ça a tout de suite été difficile. Il faut voir que le gardien, Mendy, a été beaucoup plus sollicité dès la première mi-temps que sur les 3 premiers matchs. Je trouve qu'aujourd'hui, l'équipe sénégalaise, elle a donné ce sentiment parce que pendant tout le premier tour, elle a géré. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé qu'elle n'était pas en maîtrise. Peut-être un peu aussi de sentiment de supériorité. Alors, est-ce qu'ils ne l'ont pas pris un peu comme ça, avec ce sentiment de supériorité? Pour rejoindre ce que dit Hervé, sur le coup, sur Aliou Cissé, qui a fait évidemment beaucoup de bons choix en tant que sélectionneur. Là où je me dis peut-être qu'il s'est trompé aussi, c'est au moment des changements. Il ne fait pas de changement rapidement. Il y a le changement de Jackson à la place de Diallo avant le but, mais sinon il n'y a aucun autre changement. Quand on a des joueurs comme Iliman Ndiaye qui peuvent conserver un ballon, comme Mendy, comme Idrissa Gueye qui peuvent apporter quelque chose aussi au milieu de terrain. C'est vrai que Pape Gueye n'était pas là, il était forfait. Je pense qu'il aurait dû peut-être faire des changements, et ce sont les changements ivoiriens qui ont fait la différence, avec Haller, passeur pour Pépé sur l'action du penalty. Les deux hommes qui étaient frais. Et je pense que là, il s'est trompé. Aliou Cissé, peut-être qu'il a fait confiance à son 11 de départ quasiment jusqu'à la fin, en se disant que les Ivoiriens étaient incapables de leur marquer un but. Oui, mais les vraies occasions ivoiriennes ce soir, elles interviennent quand même à la 70e, 73e. Ouais, autour de ça, avec Mendy 73e minute. C'est une domination, on le sent. On le voit sur les plans larges sur le terrain, l'équipe sénégalaise qui est très très bien en place, les lignes sont très bien en place.
c'est Fofana qui porte la balle, mais qui ne trouve pas non plus les solutions devant. Oui, non, c'est vrai qu'au début du match, effectivement, il n'y avait pas de mouvement devant chez les Ivoiriens. Mais il faut dire que l'équipe ivoirienne était une équipe, on va pas dire expérimentale, puisque là, quand même, on peut signaler les choix forts de la nouvelle direction technique nationale de Emers Faé, qui a fait le choix de partir avec une équipe très expérimentée. Il a fait revenir quasiment tous les champions d'Afrique 2015 qui étaient titulaires aujourd'hui. Donc, effectivement, ça manquait de vitesse, ça manquait de précision, de folie au milieu de terrain. Mais je trouve quand même que, par exemple, quelqu'un comme Seri m'a surpris. Je trouve que le milieu de terrain, qui était quand même la force du Sénégal, n'était pas aujourd'hui présent. Effectivement, ils ne se sont pas mis en danger parce qu'ils étaient près de leur ligne et puis ils étaient près de la surface de réparation. Mais à force d'attendre, dès l'instant où il y a eu de la vitesse, on les a mis en danger tout de suite. Bonsoir. Oui, sur cette équipe effectivement sénégalaise, c'est une énorme déception puisqu'on les voyait encore comme des super favoris pour leur propre succession. Effectivement, il y a peut-être le fait d'affronter la Côte d'Ivoire et on l'avait dit quand même que c'était un danger et même eux le savaient puisqu'ils en avaient parlé, que ça pouvait être un piège. Cette équipe ivoirienne qui revient de nulle part, qui était éliminée, en tout cas elle se pensait éliminée au soir de cette défaite face à la Guinée équatoriale. Il y a forcément quelque chose aussi inconsciemment peut-être... de l'ordre, c'est presque irrationnel en fait ce qui se passe dans cette équipe ivoirienne parce que bien évidemment ils sont sans doute les États en l'espace de 8 jours. Si on prend les joueurs individuellement, ils sont sans doute un peu inférieurs à cette équipe sénégalaise, même s'il y a des très bons joueurs dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais on l'a vu, il s'est passé quelque chose, passé la déception, passé la grande tristesse de tout le peuple ivoirien et même des joueurs. Ils se sont remobilisés. Il y a Emers Faé qui est arrivé. On sait aussi, on en a parlé, qu'Hervé Renard, un temps, était pressenti pour prendre le poste. Ça a peut-être aussi resserré les liens autour d'Emers Faé. Seri, d'ailleurs, qui était titulaire aujourd'hui à la place de Kessié. Choix fort de la part d'Emers Faé, qui a fait un très bon match. Seri lui-même disait, on va le faire aussi pour notre coach. Donc, il s'est passé quelque chose dans cette équipe ivoirienne. Alors, moi, je trouve qu'ils ont quand même sérieusement... ils sont passés tout proche de l'élimination. Faut être très clair. S'il n'y a pas ce pénalty à la fin, ils sont passés tout proche de l'élimination. Mais honnêtement... il faut reconnaître qu'il y avait du caractère parce que même à 1-0 pour le Sénégal, même quand ils étaient bousculés, cette équipe ivoirienne n'a jamais rien lâché. Et ça, c'est important ce que dit François et Hervé justement pour la suite de la compétition. Alors la suite de la compétition, ce sera soit le Burkina, soit le Mali pour les Ivoiriens. Mais cet esprit de groupe, cet esprit collectif maintenant, de guerrier, il va falloir se méfier des Ivoiriens encore plus, sans doute. Oui, il va falloir se méfier d'eux et surtout qu'effectivement, ils ont trouvé ce côté guerrier parce que jusque-là, c'est sur le plan mental qu'ils ont failli contre la Guinée équatoriale. Ils ont totalement lâché dès l'instant où ils ont encaissé le deuxième but. Aujourd'hui, alors que les événements étaient contraires, parce qu'un but très tôt dans le match, ils ne se sont pas désolidarisés, ils sont allés chercher leurs résultats, ils y ont cru jusqu'au bout. Effectivement, sur le plan technique, c'est pas la meilleure équipe de la compétition, mais elle a démontré une force mentale aujourd'hui. Et sur les pénaltys, c'est pas une force habituelle de l'équipe ivoirienne parce que justement sur le plan mental ça passe. Donc peut-être le choix d'avoir fait revenir les champions d'Afrique 2015, les Seri, les Gradel. Finalement, Gradel n'a pas fait un très gros match, mais il était là. Et quand on voit les entrants, justement, je prends l'exemple de Kessié, qui était quand même capitaine, qui avait le brassard en ce début de compétition, qui est entré en jeu. Bon, c'est lui qui marque le pénalty qui permet à la Côte d'Ivoire de s'organiser. Il marque aussi son pénalty qui qualifie la Côte d'Ivoire. Mais quand il est entré en jeu, c'était pas le même Kessié. C'était pas le Kessié qu'on a vu très décevant lors du premier match. Alors certes, c'est vrai que c'était une équipe ivoirienne qui devait marquer ce but, donc on a vu une équipe qui avait plus le ballon. Mais voilà, j'ai trouvé des joueurs qui avaient changé, même d'attitude, de visage. Alors attention, parce que c'est vrai que le Sénégal a montré aussi de bonnes choses, moi je trouve, sur cette partie. Je trouve pas que ce soit un mauvais Sénégal. Donc c'est pour ça que ça rehausse aussi la performance ivoirienne d'être resté dans le match. Je trouve que le Sénégal a montré de bonnes choses quand même s'ils auraient dû être plus efficaces. Notamment sur les devant. Ils auraient pu piquer les Ivoiriens à plusieurs reprises. Ils auraient pu mieux négocier quelques contres, mais effectivement, le problème c'est qu'ils sont restés trop bas très tôt. Ils ont vraiment voulu rapidement jouer les contres, alors qu'ils ont une équipe. Ils avaient l'équipe pour faire le jeu, pour gêner un peu plus les Ivoiriens, pour jouer un peu plus haut comme ils l'ont fait en début de tournoi. Parce que là, on retrouvait l'équipe du Sénégal du début du tournoi de la Coupe d'Afrique 2021, où effectivement ils jouaient avec un bloc très bas. Et aujourd'hui, ils ont
Ils ont trop attendu. Ils ont mal négocié 2-3 contre. Même si, dans l'absolu, je pense qu'ils auraient pu avoir un penalty. Là aussi, on n'est pas d'accord. Je pense qu'ils auraient pu avoir un penalty. Voilà ce qu'on pouvait dire. On peut parler aussi du carton rouge de Sané, le jaune qui aurait pu changer le rouge en début de rencontre et ça aurait pu changer la donne. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et donc l'élimination des tenants du titre et le miracle qui continue donc pour les éléphants, la résurrection ressuscitée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants, un peu plus tôt dans la journée, le Cap-Vert qui a validé son billet pour le prochain tour aux dépens de la Mauritanie. C'est le capitaine Ryan Mendes qui a envoyé son équipe en quart de finale sur un pénalty concédé bêtement, on va le dire, entre guillemets, mais bêtement quand même par la défense mauritanienne. Cruel pour ces Morabitoun qui avaient parfaitement résisté jusque-là. Oui, ils avaient résisté, ils avaient résisté, ils avaient même eu une très belle occasion sur laquelle ils ont touché un poteau. À l'heure de jeu, ouais. Oui, à l'heure de jeu. Et c'est ça qui leur a manqué, en fait, de l'efficacité dans les deux surfaces. C'est vrai que le penalty, c'était un entrant, il était entré 5 minutes plus tôt, je crois. El Weli. Et sa tête n'est pas bonne dans la direction du gardien. Bon, je sais que j'ai discuté avec un spécialiste du poste qui m'a dit qu'il n'y a pas de faute, mais je me demande quand même si Niasse ne peut ne pas se jeter pour... je me suis posé la question, mais bon, spécialistes du poste me disent que c'est le geste qu'il fallait faire. Mais c'est vrai que c'est un penalty bête, et c'est dommage parce que c'est le deuxième penalty durant la compétition qu'ils prennent dans les dernières minutes. Et puis après, il y a cette équipe du Cap-Vert qui égale son meilleur résultat. C'est une très très belle performance pour cette équipe. On a cessé de parler des bonnes dispositions du Cap-Vert depuis le début de la compétition. Moi, je les ai trouvés un peu timorés sur cette rencontre, sans doute un peu tendus, parce que là, pour le coup, ils étaient favoris de la rencontre face à la Mauritanie, donc ils avaient une occasion en or de rejoindre les quarts de finale. C'est ce qu'ils ont fait avec un peu de chance quand même, avec cette erreur grossière de la défense de la Mauritanie. Mais c'est vrai que c'était pas le Cap-Vert du premier tour, voilà. Mais sans doute parce qu'il y avait de la tension, et au contraire, j'ai trouvé des joueurs de la Mauritanie assez libérés, qui ont montré qu'ils étaient capables de faire de bonnes choses. Et honnêtement, coup de chapeau à cette équipe de Mauritanie qui, lors de cette compétition, a remporté sa première victoire dans l'histoire. Et on sent cette progression quand même au fur et à mesure des compétitions. C'est une équipe qui travaille bien. Donc voilà, on leur dit au revoir ici, mais on les reverra sans doute parce qu'ils travaillent bien avec troisième qualification de suite, qui avait qualifié quand même les Comores en huitième de finale. Donc c'est une nouvelle très bonne performance pour Amir Abdou, le sélectionneur de cette équipe. Et ça progresse aussi pour le Cap-Vert. Ça progresse aussi pour le Cap-Vert. Ah oui, parce que le Cap-Vert, effectivement, il atteint une nouvelle fois les quarts de finale, mais c'est son premier match à élimination directe où il se qualifie. Oui. C'est la première qualification. Parce qu'il n'y avait pas de huitième de finale, on rappelle en 2013. Donc c'est une progression, je trouve que c'est une confirmation même. Une confirmation. Et c'est une équipe qui effectivement aujourd'hui n'a pas très bien joué, mais elle a su rester solide et finalement ils n'ont pas concédé grand-chose comme occasion. C'était peut-être justement le match le plus difficile. Le match le plus difficile. On verra bien sûr par la suite. Il y aura sans doute des adversaires plus compliqués. Oui, mais je veux dire, psychologiquement, c'est très difficile. Vous sortez d'un groupe où vous avez presque survolé ce groupe. Il y avait l'Égypte quand même dans ce groupe notamment. Il termine avec 7 points, aucune défaite, avec vraiment du beau jeu, des buts marqués, etc. Et vous arrivez face à la Mauritanie en position encore une fois de favori, de super favori. Donc il faut quand même ce déclic. Une fois qu'on passe les huitièmes de finale, après... c'est presque du bonus en fait. Et puis, il faut quand même signaler le travail de Ryan Mendes parce que finalement c'est un vrai leader dès le départ avec ce jeu toujours vertical, aller toujours chercher à faire mal dès sa première prise de balle. Quatrième CAN, il était déjà là en 2013 lors du quart de finale. Et il s'est pas démonté au moment de tirer le penalty. Voilà. Allez, dernière journée ce mardi donc consacrée à ces huitièmes de finale. Le programme Mali-Burkina à 18h et puis Maroc-Afrique du Sud. Ça c'est le programme de la soirée. Votre match du soir 21h. Les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, évidemment attendue au tournant, Walid Regragui qui a vu sa suspension annulée par la CAF après son altercation, vous le savez, avec Chancel Mbemba. Il sera donc sur le banc demain soir, le coach marocain. En revanche, les Lions de l'Atlas qui vont devoir se passer de Sofiane Bouffal, blessé peut-être jusqu'à la fin du tournoi. Hakim Ziyech, lui, il est blessé à la cheville, mais il pourrait être utilisé demain soir. C'est ce qu'a laissé sous-entendre, en tout cas, Walid Regragui. 2 joueurs offensifs majeurs qui pourraient, en tout cas, manquer à l'effectif marocain. Pour moi, c'est un vrai test pour le Maroc, ce match contre l'Afrique du Sud. On se souvient, alors on parle tous de ce match, c'était en qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique du Sud avait battu le Maroc, c'était en juin, donc ça remonte quand même. C'est pas du tout les mêmes conditions. Là, c'est un match à élimination directe, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, à l'époque, l'Afrique du Sud avait vraiment... Seule équipe à avoir battu le Maroc depuis sa demi-finale. Il avait vraiment mis en grande difficulté sur l'ensemble du match cette équipe marocaine. Et c'est vrai que je pense que les Marocains s'en souviennent. Alors, il n'y avait pas Amrabat à l'époque,
l'époque. Moi, je pense que c'est un vrai test pour les Marocains. Moi, ils m'ont bien plu, ces Marocains, même si, évidemment, ça a été un petit peu laborieux, voilà, comme beaucoup de favoris dans cette compétition. Mais l'Afrique du Sud a montré des qualités, notamment des qualités de vitesse, qui peuvent mettre à mal cette défense. Après l'élimination du Sénégal ce soir, est-ce que le Maroc, c'est le favori je ne me livrerai pas au jeu des pronostics. Il a raison, Hervé. Arrêtez avec vos questions sur les pronostics. Je me livrerai pas au jeu des pronostics. C'est vrai que depuis le début... Non, mais est-ce qu'ils peuvent endosser ce rôle-là de grandissime favori? Ils avaient déjà endossé le rôle dès le début de la compétition. Donc, effectivement, le fait que le Sénégal n'y soit pas, ça renforce. Mais comme on l'a vu depuis le début, les favoris ne sont pas à la fête. Donc, restons prudents. Et on va écouter Walid Regragui qui nous parle justement de cette équipe sud-africaine, une équipe que, évidemment, les Lions de l'Atlas respectent. Nous, on est dans l'humilité, comme je l'ai dit depuis un an. On vient avec cette compétition avec beaucoup d'humilité. On respecte toutes les équipes, notamment l'Afrique du Sud. On sait que c'est une équipe qui va nous poser des problèmes. Mais en même temps, on vient aussi avec notre confiance, comme vous l'avez dit. On est demi-finaliste de la Coupe du Monde. On a fini premier de notre groupe. On a fait 2 victoires, 1 nul. Voilà, les Bafana, parlez-en notamment aux Tunisiens qui ont les moyens effectivement de poser de gros problèmes à leurs adversaires dans cette CAN. Oui, c'est une équipe qui a tout pour gêner les Marocains, parce qu'on a vu que la densité physique congolaise les avait gênés en deuxième mi-temps en match de poule. Bon, c'est un match qui se joue à 21h. Il ferait un peu, la température serait un peu plus clémente. Oui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup souffert de ça, ce que disait Regragui. Oui, ça peut jouer. Donc, pour moi, c'est un beau quart de finale. J'espère qu'il y aura des buts. Mais ça va peut-être ne serez pas demain, nous emmener jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Bah, on peut, sait-on jamais. Avant de vous laisser, en tout cas, hier soir, une erreur, messieurs, s'est glissée en bas de notre écran, annonçant pendant quelques secondes la victoire de l'Égypte face à la RDC. Toutes nos excuses, évidemment, à nos téléspectateurs. Merci d'être aussi vigilants et attentifs. C'est bien la RDC qui a sorti les Pharaons. La RDC qu'on est ravis de retrouver en quart de finale. Ce sera face à la Guinée. Rendez-vous vendredi prochain. Et comme ici, on n'a aucun parti pris, on souhaite évidemment bonne chance à toutes les équipes. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Voilà pour notre mea culpa ce soir à tous les supporters de la RDC. L'info se poursuit sur France 24. Bonne nuit à tous.